Et du coup, je l'appelle entre midi et 2 pour lui dire je sais tout, je sais que tu m'as trompé avec lui, je la confronte. Et en fait, elle me fait ok. Il n'y a pas réellement de défense. En fait, j'ouvre la porte de la chambre et là, je commence à entendre des petits bruits, des bruits sexuels quoi, qui viennent d'en bas. Du coup, je descends les escaliers, j'allume la lumière, je la vois donc nue, le gars juste nu aussi. Mon premier réflexe, ça a été de dire pourquoi cette personne m'appelle dans les 2 minutes qui suivent pour me raconter tout ce qui se passe, que ça a eu au palais, dans les voitures, qu'il y a eu des fellations dans la voiture. Salut la famille, on espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, vidéo de réaction. Et chers amis, préparez-vous parce que ce que je vais vous faire voir, c'est lunaire, c'est incroyable. Franchement, je sais pas comment le qualifier, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Quand on dit que la femme aussi s'est trompée, mais quand elle trompe sale, mais salement. Écoute, vous avez entendu au départ ce qu'il a dit. On va regarder son récit, son témoignage et au fur et à mesure, on va réagir et on va regarder ce que pensent les gens en commentaire sous la vidéo. C'est parti. J'ai rencontré la personne du coup en septembre 2019. J'ai rencontré via Tinder. Ce qui me plaisait, c'est que je cherchais quelqu'un qui a de la vivacité d'esprit, qui s'intéresse à pas mal de choses, qui est assez ouverte d'esprit. C'était période Covid. Donc en fait, les choses allaient très vite. Au bout d'une semaine, elle était en train de vivre direct chez moi. Une semaine après, c'était annonce du confinement, quoi. Pendant le Covid, on est collés dans mon appartement qui fait 40 mètres carrés. Donc on est tous les deux dans... Déjà, je commence déjà. Qui va sur Tinder pour raconter l'amour de sa vie? Honnêtement, qui va sur Tinder pour raconter l'amour de sa vie? Tous ceux qui sont sur Tinder, moi je le dis et je le répète, tous ceux qui sont sur Tinder, ce n'est pas pour raconter l'amour de sa vie. C'est des plans cul. C'est des plans cul. Qu'on se dise la vérité, c'est des plans cul. Donc lui, je pense que c'est un ange qui vient et qui s'est dit, bah ouais, sur Tinder, je vais aller raconter quelqu'un avec qui je vais fonder ma famille. Arrêtons. Dans la même pièce tout le temps, on s'engueule jamais en fait. Donc là, en fait, la complicité augmente avec le temps. Toute l'histoire se fait naturellement. La demande en mariage, ça a pris, je dirais, 3 ans. Je voyais la personne idéale dans ses yeux, etc. Quelqu'un avec qui je pouvais construire quelque chose. Je sais qu'elle voulait se marier et en fait, peu de temps après, j'ai fait ma demande. J'avais écrit une lettre d'ailleurs pour exprimer mes sentiments et mes émotions. Et du coup, ça s'est fait, elle a accepté. On s'est marié le 16 septembre 2023. Elle a commencé à boire quand même pas mal le midi, le champagne, etc. Et le soir, en fait, pendant le mariage, elle a commencé à devenir ce que j'appelle incontrôlable. Elle commençait à se mettre derrière les vases et tout, en mode caché, etc. à la table des mariés. Du coup, ce jour-là, elle est partie se coucher. C'est moi qui ai ouvert le bal tout seul. Et c'était déjà, en fait, les premiers... C'est ouf. Est-ce que vous avez capté ou pas? C'est-à-dire que le jour du mariage, c'est-à-dire le jour du mariage où souvent c'est la mariée qui est mise à l'honneur, c'est elle qui brille. La meuf, elle se pète la gueule et elle va, le bal il l'ouvre seul. Moi déjà là-bas, le lendemain déjà c'est divorce. C'est quoi ça? Genre elle n'a même pas laissé après le mariage 3 mois genre pour faire genre et après montrer son vrai visage. C'est-à-dire que le jour du mariage déjà elle se dévoile. Le mec, je trouve que le mec il voulait vraiment la relation en fait. Signe l'alcoolisme qui était présent chez elle. Son comportement il a changé après le mariage, je dirais 3 mois après. En fait, je voyais une sorte de distance qui se créait. Début janvier du coup, je lui avais écrit une lettre pour lui dire que du coup je trouvais que son comportement changeait de jour en jour, qu'elle était plus la même personne, que je sentais un éloignement et tout. La lettre elle répond pas spécialement. Elle me dit non, c'est n'importe quoi, je vois pas de quoi tu parles. Je suis triste. J'essaie de cacher un peu les apparences en faisant comme si en fait une vie de mariage quoi. On avait la maison, on avait le barbecue, j'essaie de faire des choses, inviter des gens, proposer d'inviter des gens. Elle a eu un problème au niveau de sa voiture. Du coup, elle est allée voir un gars de son palais pour essayer de réparer la voiture. Et après, on rentre et tout. Et elle me fait, je pense, l'inviter un midi pour prendre un petit café après le travail. Je lui dis, à la limite, tu peux l'inviter à manger aussi. C'est entre midi et 2. Du coup, on mange, etc. Moi, je vais monter du coup dans le bureau à l'étage pour donner une formation pour mon travail. Là, je commence à avoir mon cerveau qui commence à s'éveiller. La première pause commence à descendre. Je commence à regarder un peu ce qui se passe. Je trouve ça bizarre. On a mangé. Ça fait au moins 1 heure après qu'il est encore là. Même mon corps commence à réagir. Je commence à avoir une migraine qui commence à se former. Prochaine pause de la formation, donc pendant l'après-midi. Je me dis, attends, je vais aller voir, etc. Et je commence à descendre les escaliers. Au moment où la marche grince, en fait, je les vois faire des gestes brusques. Je vais aux toilettes au rez-de-chaussée. Je vois un fluide corporel qui flotte dans les toilettes. Donc à ce moment-là, je la confronte en lui disant, pourquoi il y a ça dans les toilettes, quoi. Et elle rigole en disant, il a peut-être besoin de se soulager. Après, en ayant passé toute la journée dans un camion, je fais, ouais, ok, c'est bizarre. Du genre, ouais, tu arrives, flûte corporelle, vous savez tout ce que c'est.
il a gobé ça en fait. Genre, je sais pas. On continue. Et du coup, je monte les escaliers, je m'allonge dans le lit parce que j'ai une migraine et tout. Commence à se rapprocher de moi pour avoir des rapports. Et en fait, tout l'enchaînement me fait dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Le soir, en fait, mon cerveau fait que bouillir toute la nuit et je commence à me dire là, il y a quand même beaucoup de trucs. Et je vais sur son ordinateur, je vais sur sa messagerie et je regarde les messages avec ce gars-là. Et en fait, là, les messages sont sans appel. Genre, c'est une tromperie pure et dure. On peut se voir jeudi et le gars fait non, c'est compliqué, il y a ma femme. Et en fait, tout l'enchaînement des messages voulait dire que c'était sûr quoi. J'étais en train de bouillir de rage le matin et du coup, je l'appelle entre midi et 2 pour lui dire je sais tout, je sais que tu m'as trompé avec lui. Je la confronte et en fait, elle me fait OK. Il n'y a pas réellement de défense en fait. Au départ, elle pose des questions en mode pour savoir vraiment si je sais. On raccroche et en fait, elle envoie direct un message à ce gars-là. Je pense qu'elle savait pas que je voyais les messages en direct quoi. En mode il sait tout, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Le premier sentiment que j'ai, c'est une trahison. À aucun moment, elle essaie de régler les choses en m'expliquant les choses, en disant OK, c'est un coup de cœur, c'est quelqu'un que j'aime. Elle va voir la personne avec qui elle m'a trompé pour trouver une solution que elle-même ne propose pas en fait. À ce moment-là, je vrille un peu. Je veux avoir les réponses, mais des vraies réponses. C'est pour ça que je prends contact avec ce fameux garçon. Je lui dis soit on s'appelle, soit je raconte tout à ta femme. Et en fait, cette personne m'appelle dans les 2 minutes qui suivent pour me raconter tout ce qui se passe, que ça a eu au palais dans les voitures, qu'il y a eu des fellations dans la voiture. Ce gars-là me dit plus. Damn. Ça dit que même avant de l'inviter chez eux, il y avait eu beaucoup de bails, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais cette meuf-là, c'est qui en fait? Ouh, quand on va me dire que c'est les hommes qui... La femme a toujours trompé, les gars. La femme a toujours trompé. Seulement que les femmes, elles savent bien le faire et elles savent brouiller les pistes. Les hommes, ils savent pas cacher. Les femmes, elles arrivent à cacher. Mais aujourd'hui, comme l'égalité de sexe, maintenant les femmes ne s'en cachent plus. Hein. Ça se fait très bien d'ailleurs. Tinder, il y a beaucoup de meufs qui sont là. Sur beaucoup de sites de rencontres, c'est juste pour un coup de soir. Hein. C'est clair. Donc aujourd'hui, c'est la même part. C'est-à-dire que l'homme trompe autant que la femme trompe. C'est clair et net. Mais pour elle, c'était une saleté. Ah là 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 là. Partout. Le mec, il dit partout. Dans la voiture, dans la camionnette. Que la personne avec qui je vis, que je vis depuis 5 ans, ça fait très mal. Ouais. Parce qu'on se dit à quel moment, en fait, une personne avec qui on s'est marié n'a même pas le courage de faire face à tout ça. Quoi. Il y avait un peu un côté cœur brisé. D'ailleurs, qui m'a provoqué derrière des soucis de santé, parce que du coup, j'ai une arythmie cardiaque. Du coup, depuis, c'est juste on a un cœur sain, mais qui a des battements un peu aléatoires. Ça serre la cage thoracique, c'est-à-dire qu'on a l'impression de mal respirer. Une arythmie cardiaque, c'est le cœur brisé, on appelle ça. J'ai dit OK pour une seconde chance, parce qu'en fait, oh là là. Et du coup, ça l'a créé des soucis de santé. Le mec, dans sa relation, il est resté clean, propre, sans déviation, mais la meuf, elle, attends, c'est l'orgie à chaque fois, quoi. C'est Batiatus, la maison Batiatus. Elle donnait, et en plus, c'est même pas comme si c'était quelqu'un qui était loin. C'était le voisin. C'était un voisin. les gars, faites attention, les relations entre, c'est le voisin, t'inquiète, attention, hein. Non, mais c'est mon collègue, t'inquiète, attention. Ah. J'avais une pression, et je m'en suis rendu compte par la suite, du fait que c'était un mariage récent, que j'avais une pression familiale de dire tout ça. On aurait été dans un contexte non marié et autres, je pense qu'il n'y aurait jamais eu de seconde chance. Les semaines et les mois, j'étais content quand elle était pas là. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais vraiment sur un mode étouffé. En gros, toute sa vie, elle a mis en stand-by pour essayer de résoudre, entre guillemets, ça. Elle m'avait dit, limite, mets un outil sur mon téléphone pour vérifier que je te retomberai pas. Mais je lui ai dit, en fait, si je pardonne quelque chose, c'est pas pour te surveiller derrière. Enfin, si on donne une seconde chance à quelqu'un, c'est qu'on donne une confiance à quelqu'un. Du coup, 8 mois après la première tromperie, on a invité à un mariage, du coup, de ses potes qui se marient. Pendant le mariage, je lui dis, écoute, il est tard, il était 2h du matin. Je lui dis, moi, je vais prendre un Uber et je rentre. Et tu me rejoins si tu veux plus tard. Du coup, moi, je rentre, je vais me coucher. Je lui envoie un message pour lui dire que je vais rentrer, etc. Elle me dit, je t'aime, à tout à l'heure. Du coup, moi, je dors, je me réveille vers 5h, 5h. Mais déjà, toi, tu connais ton élément. C'est-à-dire que tu connais la meuf. C'est une meuf, c'est-à-dire, elle est pas en vrille tout de suite. Moi, je rentre pas sans elle, je reste avec elle jusqu'au bout, en fait. Je la lâche pas, même si mon corps est épuisé, comme il peut m'envoyer les signaux pour me dire, ouais, je suis épuisé. Non, hein. Je résiste, je reste avec elle parce que ça peut aller en vrille. T'es pas là, elle va se sentir libre. Puis en plus, avec l'alcool, elle se sent pousser les ailes. Donc du coup, pourquoi tu rentres la laisser? Enfin bref, je veux pas lui le juger parce que c'est une victime. Donc oui, mais enfin bref, on continue. 1h30 du matin, personne à côté de moi dans le lit, donc je prends mon téléphone et je lui fais toujours vivante quoi. Du coup là, je me dis je vais me lever, j'ouvre la porte de la chambre et là je commence à entendre des petits bruits, des bruits sexuels quoi, qui viennent d'en bas. Du coup je descends les escaliers, j'allume la lumière, je la vois donc nue, le gars juste nu aussi. Mon premier réflexe ça a été de dire pourquoi. En hurlant, je comprenais pas. Le gars en fait en question baisse les yeux en me disant désolé. Donc je comprends pas non plus, genre je me dis mais où je suis? C'est-à-dire qu'il vient de prendre sa femme en flagrant délit dans la maison, c'est-à-dire dans le foyer conjugal. Elle n'a même pas eu peur. Et c'est-à-dire qu'elle s'est même
pas dit, ouais, mais c'est à la maison, c'est chez moi, c'est chez nous. Je peux pas le faire ici. Je peux aller le faire ailleurs, mais pas ici. Mais il a eu le cran de le faire. Et en plus, elle gémissait. Elle était toute nue. Quand les gens disent que les femmes ont l'art et la manière de dîner avec le diable, est-ce que ça, c'est pas... Mais en fait, c'est lui. Oh là 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 là. Ce mec-là, s'il vous dit demain qu'il ne croit plus en l'amour, est-ce que vous allez lui en vouloir ou vous allez dire non, il en fait trop? Non, qu'on soit franc. Ce mec-là, il te dit ça et après il te raconte son histoire. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu n'as pas d'argument, tu peux rien lui dire. Même si tu lui dis oui, mais il y a des femmes qui sont bien. Oui, mais bon, j'ai peur de rencontrer ça encore, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, mais c'est... faites attention, hein. Franchement, prenez soin de vous, hein, parce que ça, le mec, il a un cœur sain, mais il a des problèmes comme si c'est quelqu'un qui a un cœur malade, quoi, en fait. C'est le cœur brisé, en fait. Quand on dit que les sentiments peuvent briser un cœur, c'est réel, c'est vrai. Et ça, ce n'est pas un homme qui a fait ça à une femme, hein, c'est une femme qui a fait ça à un homme. Hein. Mon cerveau fait une image vraiment, un rapport. C'est-à-dire que je me rappelle la première tromperie et ça refait ting dans ma tête. Là, je commence à aller vers la cuisine, je prends des objets, je commence à acheter des choses, beaucoup de colère. Du coup, je dis, moi, je veux que tu partes. Elle me fait, je pars que à deux conditions. Si tu me signes un papier comme quoi tu veux que je parte et si tu me signes un papier comme quoi tu rembourses ce que t'as cassé. Je dis, si tu veux, je te signe les papiers, je t'écris le message, je m'en fous. Elle commence à m'attraper avec son bras, du coup, pour m'étrangle, en fait, littéralement. Et elle m'attrape les parties intimes. Elle me dit, maintenant, vas-y, frappe-moi, grosse merde. Sur le moment même, j'ai pas grand chose dans ma tête. Je suis vraiment sur une phase robot. C'est-à-dire que je commence à pousser son bras, me mettre sur le côté, faire le tour et monter les escaliers. Et à ce moment-là, du coup, je la sens derrière moi. Du coup, j'accélère le pas. Je ferme la porte du bureau à clé. Elle me sort, du coup, si je mets fin à ma vie, de toute façon, tu feras rien, etc. J'appelle la police en expliquant que j'ai une personne chez moi qui est incontrôlable. Du coup, je vois ma femme qui se lève, elle prend 3 bouteilles d'alcool, elle remonte les escaliers et elle s'enferme. Il y a des longues minutes qui s'écoulent. La police arrive. Ce qui se passe, c'est qu'ils me disent, restez en... vous voyez. Là, du coup, elle est en train de jouer la carte de... C'est elle la victime, en fait. Genre, je veux te faire culpabiliser parce que je vais me suicider. Donc, du coup, ouvre la porte, en fait. Si tu le fais pas, je mets fin à ma vie, quoi. Enfin, attends, elle est en train de retourner la chose. C'est un truc de dingue, en fait. C'était pour vous dire à quel point on a tellement sali le nom de l'homme pour dire que l'homme, c'est un manipulateur, mais la femme, plus que manipulateur, que la femme, non, laisse tomber. Elle est l'exemple parfait, en fait. C'est un exemple pour vous dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui vivent ça dans leur quotidien, qui aussi pardonnent quand même l'infidélité, qui pardonnent la tromperie, mais qui sont toujours dans ce cas-là, qui se font malmener, là, en fait. Celui-là, il s'est fait avoir comme un bleu, en fait. La meuf, elle s'était déguisée comme un agneau. Pourtant, c'était un loup. Elle savait bien ce qu'elle était, en fait. Moi, je vous ai dit sur Tinder, si vous allez là-bas, c'est que vous allez chercher quelque chose d'un soir. Tinder pour pas... Non. Alors que je leur explique que en fait tout s'est passé en bas, donc me laisser en bas c'était pas la meilleure des solutions. J'aurais dit en fait vous me remettez là où je viens de subir un traumatisme. Ils prennent pas du tout à la légère. Il était 6h du matin, hein, donc il était encore super tôt. Pendant 30-40 minutes ils sont à la porte en train d'essayer de négocier. Donc elle veut pas ouvrir. Ils prennent la décision d'appeler les pompiers. Les pompiers qui se déplacent à leur tour. Et là on est rendu à quasiment 1 heure où moi je suis assis sur une chaise à attendre de savoir comment ça va se passer. Donc ils explosent la porte, hein, littéralement. Hein. Un pompier qui descend, qui me demande un seau, il est en train de vomir, hein, je pense. Et en fait à s'accrocher à chaque élément de la maison pour pas venir, etc. Donc ils ont dû forcer. Il y a les policiers qui sont montés aussi pour aider les pompiers. Enfin ils y sont allés à plusieurs. Ils l'ont traîné dans l'escalier, etc. Jusqu'au moment où ils l'ont mis sur une table et ils l'ont sanglé. Et ils sont là où ils l'ont emmené. Sur le moment, ça ne me choque pas parce qu'en fait je suis dans une phase, j'absorbe une information plus que je la vis. Je me dis, il faut que je fasse face, j'ai pas l'autre choix. Il faut que ça avance. En fait, il faut que les choses bougent. J'ai été pris en otage sur quelque chose où j'ai rien fait. J'ai commencé à voguer dans la maison avec l'odeur parce qu'il faut savoir que du coup, elle avait vomi sur le matelas à l'étage. Toute l'odeur nauséabonde au possible dans un lieu où en fait on pourrait pas imaginer ça. Et en fait, le plus dur dans ce genre de cas, il y a une personne qui doit partir et ça a été moi parce que j'avais pas le choix de partir. Le plus dur, c'est de se dire que l'endroit où on se sent en sécurité, du jour au lendemain, il est détruit. Mon beau-frère et ma sœur qui sont venus et je me souviens toujours le regard de mon beau-frère qui s'est retourné vers moi. Il a compris en fait que j'ai tout perdu. 3 jours après, du coup, je pars en hôpital. J'étais en hôpital psy, etc. Je décide de sortir que en fait, faut affronter au bout d'un moment. Et c'est le début d'une phase d'injustice qui commence. Du coup, moi, je prends la décision de porter plainte pour le début de ce que j'appelle essayer d'avoir une reconnaissance, d'essayer de comprendre en fait que ce que j'ai vécu, c'est pas anodin. Donc c'est 3 heures d'audition. On me pose des questions sur ma vie intime, sur ma vie personnelle. Suite à ma plainte, en fait, la police a enquêté. Ils l'ont convoqué et auditionné et ils ont décidé de faire une comparution pénale, c'est-à-dire qu'ils me retirent en gros globalement du scénario. Malgré tout ce qui s'est passé, en fait, c'est la justice qui va trancher en fonction des faits sans me poser de questions. Moi, on m'a appelé entre midi et 2 pour me demander juste vous voulez combien de dommages intérêts et j'ai dit faut que je réfléchisse et tout et on m'a dit au téléphone mais en fait on veut la réponse maintenant. Ce que m'avait conseillé mon avocate suite à ça, elle m'avait dit
dit, ce que vous pouvez faire, c'est que vous dites que vous savez pas mettre une somme, vous dites entre 0 et 500, et on essaie d'aviser. Moi, je vais envoyer un courrier pour essayer de mettre mes conclusions en expliquant que ce n'est pas qu'une tromperie, c'est bien plus que ça. Et comme il a dit dans sa conclusion, en fait, les gens vont rarement voir un psy parce que tout va bien. À 70 € la séance, quand on va plusieurs fois par semaine chez le psy, ça a un coût. Elle explique aussi que l'arythmie cardiaque, qu'il y a eu des violences, et en fait, ça a été ignoré globalement. La justice en a pas tenu compte, donc elle a été jugée donc à 500 € de dommages-intérêts et un stage de violence sur les violences conjugales. Et c'est là où je trouve que il y a une forme profonde d'injustice, parce que moi, on m'a répété du début jusqu'à la fin, c'est parce que vous êtes un homme. Mon avocate me l'avait déjà dit le jour J quand je l'ai rencontré. Elle m'a dit, de toute façon, vous êtes un homme et on vous traitera comme un homme. On est sur une société patriarcale où l'homme est censé être plus fort que la femme. Malgré les lois qu'on a, malgré la justice qu'on a, vous aurez jamais justice en étant un homme. Dans une violence conjugale, l'homme n'aura jamais gain de cause. On me l'a dit ouvertement en mode officieux. Vous auriez fait la même chose à votre femme, vous finissez en garde à vue le soir même. Si on fait rapidement des recherches sur internet, quand on regarde dommages-intérêts 500 €, on se rend compte à quoi ça correspond, et en fait c'est insignifiant. J'aurais volé quelque chose dans une épicerie, j'aurais eu 500 € de dommages-intérêts. Les violences psychologiques chez les hommes existent aussi, et qu'il faut pas non plus les sous-estimer, et que j'espère qu'un jour la justice en fait va comprendre que c'est pas parce qu'on a un homme qu'on n'a pas d'émotions, qu'on a pas. Est-ce que nous sommes dans un monde d'égalité? Quand j'entends beaucoup de femmes qui se plaignent du fait que les hommes sont plus favorisés, regardez, la justice qui, elle, ne doit pas faire, qui doit vraiment faire la part des choses en fait. La justice qui doit avoir deux poids, une seule mesure. Là aujourd'hui, cette justice a deux poids et deux mesures en fait. C'est-à-dire que quand t'es un homme, t'es un homme, tu dois subir, tu dois supporter. T'as pas d'émotion, t'as pas de sentiment. Donc lui, aujourd'hui, il vit avec cette arythmie cardiaque là, ce problème de santé. Mais dommage intérêt, 500 €. On lui dit cash, vous êtes un homme, donc vous pouvez pas gagner. Si ça aurait été votre femme dans votre cas, tout de suite, le même soir, vous êtes en garde à vue. Vous imaginez, on est dans une société très claire. L'homme n'a pas d'émotion. L'homme, c'est quelqu'un qui n'a pas de sentiment. Et à lui, au moins, on peut lui arracher ce droit-là. Et donc, ce mec, le jugement a été fait sans son compte. C'est-à-dire qu'il n'était même pas présent pendant le jugement. Ouais, toi, t'es pas, non, la femme. Et vous pensez qu'aujourd'hui, la justice est faite pour les hommes? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la justice avantage beaucoup les femmes. Pourquoi? Pourtant, on entend beaucoup de femmes parler d'égalité. Donc, si vous voulez avoir cette égalité-là, alors que ça commence déjà là-bas, que ça commence déjà au niveau de la loi, que la loi soit pareille pour tout le monde, que ce soit sexe masculin, sexe féminin, enfin, je sais pas, mais que la loi soit pareille pour tout le monde. Donc là, dans ce cas, qui est marginalisé? Honnêtement, qui est marginalisé là? Bon, les gars, faites attention, hein. Les gars, faites attention à votre partenaire. Choisissez bien votre partenaire. C'est ça le plus important. Si vous avez mal choisi un homme qui va évoluer dans sa vie, qui va bien évoluer, c'est un homme, quand il se met en couple, il se met en couple avec la meilleure partenaire. Et quand tu as fait un bon choix, la vie de ma mère, que ta vie sera un truc de dingue. Ce sera un délice en fait. Combien de mecs tu entends dire que leur vie n'est pas correcte parce que à la maison, la femme est en train de leur pourrir leur vie. Ce mec-là, c'est triste, hein, mais bon, c'est ça. Il a compris finalement que la société, la loi, même l'État, les lois ne sont pas favorables aux hommes. Pas de sentiment, qu'on souffre pas. Il y a des phases où j'ai du mal à me reconstruire parce que je sais pas où je vais. Dans mon appartement à l'heure actuelle, il y a tous les cartons dans un salon. Je m'installe pas particulièrement. On sait pas où aller et en fait, on se projette pas. Même si on se prend un torrent, même un raz-de-marée comme moi j'ai pris, en fait, il y a toujours quelque chose de positif. J'ai arrêté de voir que la partie négative de tout ce que j'ai perdu. J'ai toujours des phases de colère, d'incompréhension. Mon cerveau a arrêté de chercher une logique à tout ça. J'ai abandonné. Il est passé outre parce que en fait, il n'y a pas de logique à une folie et on peut pas chercher de raison à quelqu'un qui n'en a pas. Chers amis, moi je n'ai rien à rajouter à ce sujet. On va regarder quand même le commentaire des gens, mais je pense qu'à la fin ce qu'il dit c'est qu'il était fort, hein, parce que c'est vrai, il faut pas rester sur cet échec là, sinon tu ne feras plus rien dans ta vie. Comme il a dit à un moment donné, lui aussi il ne savait pas qu'est-ce qu'il va faire parce que tout était à plat. Il n'avait plus d'ambition, il n'avait plus de rêve, il n'avait plus d'envie, donc ce qui faisait que même dans son appartement, du jour au lendemain il pouvait partir en fait. Donc il a dû faire un travail de dingue sur lui pour passer au-delà de cela et pour pouvoir reconstruire sa vie. J'espère qu'il va pouvoir reconstruire sa vie, qu'il rencontrera une femme qui pourra reconnaître la valeur de cet homme qu'il est. Regardons ce que les gens pensent en commentaire, c'est-à-dire la réaction des gens sous la vidéo pour avoir un peu l'opinion de la société. Alors, le changement brutal de comportement après le mariage est l'une des craintes les plus profondes. Tu te sens pris au piège, c'est clair. Il arrive souvent que les bonnes personnes tombent sur les mauvaises. Courage, monsieur. Ne jamais faire confiance à une personne qui nous trompe une fois, nous trompera toujours. Force à toi, vraiment. La maltraitance physique et psychologique touche aussi les hommes. Il ne faut pas l'oublier. Le syndrome du cœur brisé, c'est vraiment pas un truc léger. Il a dû vraiment plus souffrir de cette trahison qu'il ne le laisse paraître. La violence physique et psychologique touche tout le monde, homme ou femme, lorsqu'on est victime. Il est, selon moi, plus difficile d'en parler lorsque on est un homme que lorsque on est une femme, car un homme sera toujours considéré comme un homme aux yeux des autres. Ce que vous avez vécu
vécu est très dur et éprouvant. Mon père a vécu des choses similaires avec son ex-épouse. Celle-ci le frappait régulièrement et il en a gardé les cicatrices à vie. Je donne tout mon soutien à toutes les personnes victimes de violences conjugales ou de violences en général. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bonheur. Il y a beaucoup d'hommes qui subissent des violences conjugales. Hein. Ah là 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 là. Mais comme c'est l'homme, non, déjà, de un, la société fait que l'homme doit être celui qui est fort. Oui, on ne refuse pas parce que l'homme, c'est lui qui protège la famille. Mais à un moment donné, quand on est dans une société qui commence à protéger la femme plus que l'homme, à un moment donné, on délaisse les hommes. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes subissent des violences conjugales. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Ce n'est pas un phénomène. Le seul phénomène, c'est toutes les femmes, à chaque bout de rue, quand tu as un petit mot déplacé tout de suite, on va te crier au patriarcat, on va te traiter de misogyne, on va te traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais là, regardez un peu. Bref, on continue. Quelques commentaires. Vous êtes très bien parti car de cette histoire terriblement éprouvante, vous avez retenu l'essentiel, à savoir que cette personne était très déséquilibrée et qu'il n'y a pas d'explication rationnelle à son comportement. C'est une chance que vous n'ayez pas d'enfants ensemble. Et votre plus grande vengeance serait d'être heureux à nouveau loin de cette gare. Prenez le temps de digérer cette sale histoire. Sortez, voyagez et vous rencontrerez ultérieurement une fille aussi géniale que celle-là. Elle était une peste finie. Alors, je cherche encore un autre scénario touchant. J'ai 34 ans, mon ex était comme ça. Je l'ai quittée en novembre 2024. Elle vivait chez moi et ça devenait incontrôlable. Elle a appelé la police un soir. Elle est sortie dans les couloirs pour crier au secours. Elle a dit aux policiers que je l'avais étranglée. J'ai fait 24 heures de garde à vue pour un truc que je n'ai jamais commis. Elle a agi comme ça car on faisait chambre à part. Je voulais mettre fin à la relation avec elle et qu'elle retourne chez ses parents. Dos au mur, elle a tout essayé pour me pourrir la vie. Ce n'était pas... Attendez, je vous la suis. Ce n'était pas le commencement, mais ça s'est aggravé. J'ai dit aux policiers que c'était moi qui étais en danger et que je ne voulais plus la voir. Ni elle, ni toutes ses affaires. Elle a quitté mon appartement. J'ai eu un rendez-vous avec la violence conjugale, avec un policier et une assistante sociale. J'ai juste raconté toute l'histoire. Ils m'ont écouté. Je n'ai jamais eu de suite. Les policiers m'ont dit que de toute façon, ils n'avaient aucun élément contre moi. Pas de manque, pas de coup, rien de cassé, etc. Faites attention à vous, messieurs. On peut vraiment tomber sur des femmes complètement ravagées et certaines le cachent très bien. Cela m'a bien calmé et je fais très attention maintenant. Les femmes, c'est le vice, les gars. Les femmes, c'est le vice. Le mec, il a fait garde à vue parce qu'elle est allée mentir, crier au secours. Et vous voyez, c'est ce que l'autre, il disait. Son avocat, il a dit, si c'était dans l'autre sens, le même soir, vous êtes en garde à vue. Et c'est dommage. Les hommes sont en danger, les gars. Les hommes sont en danger. Un autre commentaire. Mon meilleur ami a vécu avec une femme abusive et violente. Donc, jalouse, harcèlement au travail, alcoolisme, coups, casser ses affaires, etc. Un jour, elle hurlait tellement que les voisins ont appelé la police. Quand ils sont arrivés et ont vu qu'elle mesurait 1,55 m et lui 30 cm de plus, c'est lui qu'ils ont embarqué. Ils l'ont mis en cellule, l'ont gardé jusqu'au matin où ils l'ont laissé partir sans rien contre lui. Et toute la nuit, il s'est efforcé de rester le plus calme possible pour pas passer pour un fou. 3 jours après, il a été hospitalisé en HP. Quand je pense que la plupart du temps, il ne se déplace même pas. Bref, je vais arrêter là. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous lis. Si vous avez des histoires aussi comme ça, dites-moi en commentaire. On va voir, on va lire et puis les gens viendront vous encourager. C'est le plus important, chers amis. On se dit à la prochaine.